À la fin de la vie de son père, Joyce Meyer a fait un choix profondément marquant. Avec son mari Dave, elle a décidé de lui apporter une aide matérielle, une présence et une sécurité au moment où l'âge l'avait rendu plus fragile et dépendant. Cette décision prend tout son sens lorsque l'on connaît les blessures qui avaient marqué son enfance. Joyce a souvent évoqué une relation familiale extrêmement douloureuse, faite de peur, de domination et de traumatismes durables qui ont profondément affecté sa confiance et sa manière de voir le monde. Pourtant, des années plus tard, elle a choisi de ne pas laisser ce passé déterminer entièrement son avenir. Prendre soin de son père ne signifiait ni oublier, ni minimiser ce qu'elle avait vécu. Pour elle, il s'agissait plutôt de reprendre le contrôle de sa propre histoire et de refuser que la souffrance continue à gouverner sa vie. Ce parcours est ainsi devenu l'un des exemples les plus forts de son discours sur le pardon, la reconstruction intérieure. Elle dira plus tard avoir été violée par lui au moins 200 fois au cours de son enfance et de son adolescence. Le nombre est effroyable, mais il ne suffit pas à traduire ce que signifie la répétition. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé autour duquel une vie aurait tenté de se reconstruire, mais d'un danger réinstallé jour après jour au centre même de la maison. Son père était alcoolique et violent. Son autorité reposait sur la peur. Pour la fillette, rentrer chez elle ne signifiait pas retrouver un refuge. Cela signifiait entrer dans un lieu où elle devait observer, anticiper et chercher comment survivre. Une enfance vécue ainsi modifie la perception de tout ce qui semble ordinaire aux autres. Un bruit de pas, une porte qui s'ouvre, le ton d'une voix ou l'humeur d'un adulte peuvent devenir des avertissements. L'enfant apprend moins à vivre qu'à prévoir le prochain danger. Elle se rend discrète, surveille les réactions, tente d'éviter ce qu'elle ne peut pourtant pas contrôler. Joyce a grandi dans cette tension continue, avec l'idée qu'aucun endroit de la maison ne lui appartenait vraiment. Son corps lui-même, qui aurait dû être la limite inviolable entre elle et le monde, lui était arraché par celui qui aurait dû la défendre. Bien avant qu'elle ne possède les mots pour raconter ce qui se passait, elle avait déjà appris que la force d'un adulte pouvait remplacer la loi. À cette violence s'est ajoutée une autre blessure, moins visible mais décisive. Sa mère a découvert les faits et n'est pas intervenue. Terrifiée par un mari alcoolique et brutal, elle a choisi le silence et l'évitement. Cette peur permet de comprendre son immobilité, mais elle n'en annule pas l'effet sur l'enfant. Pour Joyce, il ne restait plus aucun adulte vers qui se tourner. L'un lui faisait du mal, l'autre savait et la laissait seule face à lui. L'abus paternel lui avait appris que l'amour pouvait devenir une menace. L'inaction maternelle lui a appris que même celui qui voit la menace peut détourner le regard. C'est là que sa confiance envers le monde s'est véritablement effondrée. Le poids du secret ne s'arrêtait pas lorsque les agressions prenaient fin. Il se transformait en honte, et la honte commettait une seconde injustice. Elle déposait sur l'enfant la faute de l'adulte. Joyce a longtemps cru qu'elle était sale, mauvaise, indigne d'être aimée. Elle ne disposait pas encore de la distance nécessaire pour comprendre qu'on lui avait imposé cette image d'elle-même. Elle la recevait comme une vérité. À l'extérieur, elle pouvait continuer à aller à l'école et accomplir ce que l'on attendait d'elle. À l'intérieur, son estime d'elle-même était presque inexistante, et la question n'était plus seulement de savoir comment échapper à son père, mais comment vivre quand on ne croit pas mériter une autre vie. À 18 ans, dès la fin de ses études secondaires, elle a cherché la sortie la plus rapide. Elle reconnaîtra qu'elle était prête à épouser pratiquement n'importe quel homme qui lui manifesterait de l'intérêt. Ce choix ne venait pas d'une confiance naïve dans le bonheur conjugal. Il ressemblait davantage à une évacuation d'urgence. Le mariage lui offrait une adresse différente, donc l'espoir de mettre une porte entre son père et elle. Mais lorsqu'on a grandi sans modèle de sécurité, quitter une maison dangereuse ne garantit pas que l'on saura reconnaître une relation sûre. Joyce avait changé de toit avant d'avoir pu transformer les réflexes que ce toit avait fait naître. Son premier mari travaillait à temps partiel dans la vente automobile. Il buvait, lui était ouvertement infidèle et avait des démêlés avec la justice. Au lieu de constituer l'abri recherché, cette union a reproduit plusieurs éléments du monde qu'elle voulait fuir. L'instabilité, la manipulation, la peur des conséquences et la dépendance à un homme qui imposait ses décisions. Il l'a même persuadée de voler des chèques de salaire dans l'entreprise où elle travaillait afin de financer un voyage. Cette fois, Joyce n'était plus seulement enfermée dans le secret d'un autre. Elle était entraînée dans un acte qui pouvait confirmer, à ses propres yeux, la conviction ancienne qu'elle était effectivement mauvaise. Le mécanisme de la honte trouvait ainsi de nouveaux faits auxquels s'accrocher. Le mariage a duré 5 ans. Après la naissance de son premier fils, Joyce a fini par partir avec l'enfant et presque rien d'autre. Son mari a ensuite divorcé et abandonné la mère et le petit garçon.
Ce départ a exigé une décision que l'enfant terrorisé n'aurait pas pu prendre. Elle a cessé d'attendre que l'homme change et a choisi de protéger son fils. Pourtant, l'acte qui l'a sauvée matériellement ne pouvait pas, à lui seul, réparer ce qui était installé en elle. Elle avait quitté son père, puis son premier mari, mais la peur de l'abandon, la méfiance et la honte continuaient à organiser sa manière de regarder les autres. Les conséquences sont apparues avec une netteté particulière dans son second mariage. Joyce se décrit alors comme une femme amère, dure, extrêmement contrôlante et très difficile à vivre. Elle se mettait en colère, provoquait des disputes et déversait sur Dave une violence verbale qui n'avait pas commencé avec lui. Contrôler chaque détail lui donnait l'impression de prévenir le chaos. Soupçonner avant d'être trahi paraissait moins dangereux que faire confiance. Cela n'excuse pas ce qu'elle faisait subir à son mari, mais permet d'en comprendre la logique. Ses anciens moyens de survie étaient devenus, dans une maison qui n'était plus menaçante, des obstacles à l'intimité. Dave Meyer ne répondait pas à cette agitation par une nouvelle menace d'abandon. Il est resté sans envisager le divorce et a opposé à l'instabilité de Joyce une présence régulière. Son rôle ne fut pas celui d'un homme capable d'effacer le passé par la seule puissance de son affection. Ce qu'il lui apporta était plus simple et, pour cette raison, essentiel, la répétition d'un comportement fiable. Un jour sans violence, puis un autre. Un désaccord qui ne se terminait pas par une disparition. Une colère après laquelle le lien existait encore. Joyce, qui avait appris la répétition de la peur, découvrait lentement que la sécurité, elle aussi, pouvait se construire par répétition. Cette stabilité ne produisit pas immédiatement une femme apaisée. Pendant des années, elle a dû reconnaître que l'homme présent devant elle n'était ni son père, ni son premier mari, et que Dave n'avait pas à payer pour leurs actes. Elle a également dû regarder ce qu'elle était devenue sans se réduire à cela. C'était un équilibre difficile. Assumer ses colères sans reprendre à son compte la vieille condamnation selon laquelle elle serait irrémédiablement mauvaise. La guérison active dont elle parlera plus tard commence à cet endroit précis. Elle ne consiste ni à prétendre que rien ne s'est passé, ni à considérer chaque réaction comme inévitable, mais à séparer enfin la responsabilité des agresseurs de la responsabilité qu'elle possédait désormais sur ses propres choix. En 1976, cette lutte intérieure a connu un tournant. Alors qu'elle conduisait, Joyce a appelé Dieu à l'aide avec le sentiment d'être arrivée au bout de ses ressources. Elle a décrit ce moment comme une expérience spirituelle profonde, au cours de laquelle elle s'est sentie remplie d'amour, acceptée et dotée d'une valeur qui ne dépendait plus du regard de son père. La scène est importante précisément parce qu'elle ne met pas fin à tous les conflits. Elle lui donne un nouveau point de départ, pas une amnésie. Le lendemain, son histoire demeurait la même, son caractère n'était pas soudainement transformé, et son mariage exigeait encore du travail. Mais la honte cessait peu à peu d'être la seule voix autorisée à lui dire qui elle était. De cette expérience est née une volonté de parler de foi avec une intensité nouvelle. Dans l'église luthérienne locale qu'elle fréquentait, ses récits d'expériences spirituelles et surtout son désir d'enseigner ont suscité une forte opposition. Une femme qui se levait pour prêcher n'entrait pas dans le rôle que cette communauté acceptait de lui reconnaître. Joyce a finalement été contrainte de quitter un lieu auquel elle était attachée. Après l'abandon familial et conjugal, cette exclusion religieuse pouvait réveiller une question ancienne. Que faut-il devenir pour qu'un groupe vous laisse enfin une place ? Cette fois pourtant, elle ne chercha pas à rentrer dans le cadre au prix du silence. Elle partit avec la conviction que sa parole devait trouver un autre espace. Les débuts d'un ministère indépendant n'avaient rien de triomphal. La famille comptait chaque dépense pour maintenir les premières émissions de radio sans institution puissante pour absorber le risque financier. Plusieurs pasteurs gardèrent leur distance, doutaient de Joyce et la considéraient parfois comme une hérétique en raison de sa manière directe, peu conforme aux habitudes religieuses. Le rejet ne fut donc pas remplacé aussitôt par l'admiration. Il fut suivi par une période de précarité où persévérer signifiait engager l'argent du foyer et accepter de parler devant un public encore limité. Cette étape explique une partie de l'énergie qu'elle mettra ensuite à défendre son œuvre. Le ministère n'était pas seulement un emploi, mais la construction concrète d'une place qu'on lui avait refusée. Sa franchise a fini par devenir l'une de ses signatures. Joyce ne parlait pas de la souffrance comme d'un concept abstrait. Elle décrivait la colère, le ressentiment, la honte, les mauvaises décisions et le travail nécessaire pour modifier des habitudes anciennes. Des auditeurs qui ne se reconnaissaient pas dans un langage religieux distant ont reconnu quelque chose de leur propre vie dans cette parole directe. Peu à peu, les émissions se sont développées, le public s'est élargi et ce qui avait commencé dans la fragilité
est devenue Joyce Meyer Ministries, une organisation connue bien au-delà de sa communauté d'origine. Mais le succès a créé une nouvelle contradiction. Plus elle enseignait aux autres comment traverser leurs blessures, moins elle avait l'impression d'avoir le droit de montrer les siennes. Cette obligation de paraître constamment forte a constitué une souffrance plus discrète que les événements de son enfance, mais persistante. Joyce a reconnu des périodes d'épuisement psychique, d'épuisement professionnel et de dépression légère pendant lesquelles elle se levait malgré tout pour servir de point d'appui à des millions de personnes. D'accord ? Le public voyait une femme énergique, capable de transformer une expérience douloureuse en message clair. Il voyait moins le coût de cette disponibilité continue. Être utile pouvait facilement se confondre avec l'interdiction de s'arrêter. Or, quelqu'un qui a survécu, en restant constamment vigilant, peut continuer à fonctionner longtemps après l'épuisement, précisément parce qu'il a appris très tôt à ne pas écouter ses propres signaux d'alarme. À la fin de l'année 1989, alors que le ministère commençait à progresser, un diagnostic a ramené Joyce à une peur très concrète. Elle avait un cancer du sein. La tumeur était petite, mais elle appartenait à une forme à croissance rapide, ce qui imposait une intervention immédiate et l'ablation d'une partie de son corps. Cette annonce ne pouvait être traitée comme un simple obstacle professionnel. La nuit, vers 3 heures du matin, l'angoisse de mourir et l'incertitude envahissaient son esprit. La femme qui enseignait la confiance ne cessait pas pour autant d'être une patiente confrontée à l'attente, au risque et à un corps qui, une fois encore, devenait le lieu d'une menace qu'elle n'avait pas choisie. Elle a ensuite subi une hystérectomie et a mis des années à retrouver une stabilité physique. Son récit de la maladie ne tient donc pas dans l'image commode d'une croyante qui prie et ne ressent plus la peur. Il montre au contraire la coexistence de la foi et de l'angoisse, de la parole publique et des heures nocturnes où aucune formule ne raccourcit l'attente. Joyce a continué à travailler, mais elle ne pouvait plus faire comme si la volonté gouvernait seule le corps. Le cancer ajoutait une limite nouvelle à une femme qui s'était construite en refusant que les limites imposées par d'autres aient le dernier mot. C'est la différence, cette fois, était qu'il ne s'agissait ni d'un agresseur à fuir, ni d'un mari à quitter. Il fallait accepter des soins, une dépendance temporaire et le temps lent de la récupération. À mesure que le ministère grandissait, la pauvreté des débuts a cédé la place à une prospérité très visible. Cette transformation a attiré une autre forme d'épreuve. Joyce est devenue une cible régulière pour ceux qui critiquaient son patrimoine, son mode de vie et l'enseignement associé à ce que l'on appelle l'évangile de prospérité. En 2007, les finances de son organisation et son train de vie ont fait l'objet d'une enquête du Sénat américain. Pour sa famille, l'exposition publique et la dissection de dépenses, autrefois traitées en interne, ont représenté un choc considérable. Les questions de transparence n'étaient pourtant pas illégitimes du seul fait qu'elles lui faisaient mal. Diriger une organisation alimentée par des dons implique un niveau particulier de responsabilité. La tension se situait donc entre deux réalités qu'il serait trop facile de réduire à une seule. D'un côté, les critiques voulaient comprendre comment l'argent était utilisé et contestaient une théologie susceptible de rapprocher bénédiction spirituelle et réussite matérielle. De l'autre, Joyce voyait les actions humanitaires de Hand of Hope, menées dans de nombreux pays, disparaître derrière l'image d'une prédicatrice cupide ou intéressée. Elle souffrait que des années de travail soient résumées à des biens, à des chiffres et à des soupçons. Cette douleur ne tranche pas le débat à sa place, mais elle éclaire ce que la notoriété lui demandait désormais, répondre de l'institution qu'elle avait créée tout en supportant que des inconnus interprètent publiquement ses intentions. Pour une personne marquée par la honte, le jugement public possède une résonance particulière, même lorsqu'il relève d'un examen nécessaire. L'ancienne peur d'être fondamentalement mauvaise peut se glisser dans une controverse contemporaine et rendre difficile la distinction entre une question à laquelle il faut répondre et une condamnation de toute la personne. Joyce a dû apprendre cette distinction sur une scène beaucoup plus vaste que celle de son foyer. Elle ne pouvait ni faire taire tous ses détracteurs, ni exiger que ses œuvres caritatives annulent toute interrogation financière. Elle pouvait seulement décider comment réagir, corriger ce qui devait l'être et continuer à travailler sans remettre son identité entière entre les mains de l'opinion du jour. La vie familiale n'a pas davantage suivi une ligne parfaitement paisible. Même au sein d'un foyer durable avec Dave, Joyce a connu l'impuissance d'une mère voyant certains de ses enfants traverser des périodes de rébellion, des crises psychologiques ou des choix qui les éloignaient de la voie familiale. La taille du ministère et la stature publique de leurs parents créant une ombre dont les enfants devaient apprendre à sortir pour devenir eux-mêmes.
Pour Joyce, qui avait longtemps répondu à la peur par le contrôle, cette expérience imposait une autre forme de renoncement. Aimer sans pouvoir diriger chaque décision. Aussi, plusieurs de ses enfants sont ensuite revenus travailler aux côtés de la famille, mais ce retour ne rend pas inutile les années d'inquiétude qui l'ont précédé. Toutes ces épreuves auraient pu nourrir une lecture simple de son parcours. Une victime devient forte, réussit, puis laisse le succès prouver qu'elle a vaincu son passé. La réalité racontée par Joyce est moins nette. Son passé ne s'est pas volatilisé lorsque les salles se sont remplies, pas plus qu'il n'avait disparu lors de son expérience spirituelle de 1976. Le succès lui a donné des moyens, une voix et une communauté, mais il a aussi accru les responsabilités, les critiques et la tentation de cacher la fatigue. Le point décisif ne réside donc pas dans le moment où elle n'a plus souffert. Il se trouve dans les occasions successives où la souffrance a cessé de décider automatiquement à sa place. C'est dans cette perspective que son choix envers son père prend tout son sens. Pardonner n'était pas nier les viols, appeler le crime une erreur, ou déclarer que l'enfant aurait dû comprendre la peur des adultes. Ce n'était pas non plus une méthode que l'on pourrait imposer à toutes les victimes. Certaines ne peuvent ou ne veulent jamais revoir leur agresseur et leur protection demeure prioritaire. Pour Joyce, le pardon fut une décision personnelle, liée à sa foi et à son besoin de ne plus organiser sa vie autour de la haine. Elle ne pouvait pas changer ce que son père avait fait. Elle pouvait refuser qu'il continue, même absent, à gouverner chacune de ses réactions. Avec Dave, elle a donc choisi de prendre en charge le vieil homme. Le renversement est saisissant. Celui qui avait utilisé la maison familiale comme territoire de peur dépendait maintenant de la fille qu'il avait privée de sécurité. Mais Joyce ne redevenait pas l'enfant sans pouvoir de son enfance. Elle était l'adulte qui fixait le sens de son propre geste, avec un mari présent à ses côtés et des ressources qu'elle décidait elle-même de consacrer. La bonté offerte ne modifiait pas l'identité de la victime et du responsable. Elle montrait seulement que l'agresseur ne possédait plus le monopole des règles de leur relation. Avant de mourir, son père a pleuré, reconnu ce qu'il avait fait et confessé sa faute à sa fille. Il a également accueilli la foi que Joyce voulait lui transmettre. Cette confession ne rendait aucune année à l'enfant de 9 ans. Elle ne réparait pas le silence de la mère et ne supprimait ni le premier mariage, ni les décennies de honte. Elle mettait néanmoins fin à quelque chose de précis, le déni du coupable. Pour la première fois, la vérité ne reposait plus uniquement sur les épaules de celle qui l'avait subie. L'homme qui avait créé le secret le nommait enfin comme sa faute, et non comme une souillure appartenant à sa fille. Voilà pourquoi Joyce décrit cet épisode comme l'aboutissement d'une libération. La chaîne rompue n'était pas la mémoire, car elle se souvient. Ce n'était pas la conséquence, car son caractère, ses relations et son corps en avaient porté les traces. Ce qui se brisait était l'obligation intérieure de continuer à combattre chaque jour, impair, demeurer tout-puissant dans son esprit. Sa confession ne lui donnait pas la valeur que la violence lui avait refusée. Cette valeur, elle avait déjà commencé à la reconstruire. Elle confirmait simplement, trop tard mais clairement, que la faute n'avait jamais été la sienne. La mort du père a ensuite fermé toute possibilité de nouvelles paroles. Non, il restait la consolation d'avoir entendu l'aveu, mais aussi le caractère irréversible de ce qui ne serait jamais vécu. Une enfance protégée, une adolescence libre de la peur, une mère intervenant à temps. Pardonner n'a pas transformé ses absences en souvenirs heureux. C'est ici que se trouve la réponse la plus honnête à la question de savoir ce qui a mis fin à sa souffrance. Rien n'y a mis fin au sens d'un effacement total. La confession et le pardon ont terminé le règne du secret et de la haine. Ils n'ont pas terminé le deuil de ce que Joyce n'avait jamais reçu. L'âge a d'ailleurs introduit d'autres pertes qu'aucun travail intérieur ne peut empêcher. Après des décennies de déplacements, de prise de parole et de travail soutenu, Joyce a subi plusieurs opérations lourdes des articulations, notamment un remplacement de la hanche. Les séquelles physiques anciennes et le surmenage accumulé ont rencontré la diminution normale des forces. Pour une femme habituée à imposer son rythme aux agendas, devoir réduire ses voyages et ne plus pouvoir rester debout pendant des heures sur scène constitue plus qu'un changement logistique. Elle doit apprendre que le courage ne consiste plus toujours à continuer, mais parfois à interrompre une activité avant que le corps ne l'y contraigne brutalement. Cette leçon heurte directement l'un de ses réflexes les plus anciens. Enfant, elle avait survécu en restant prête. Adulte, elle avait bâti une œuvre en travaillant sans relâche. Le ralentissement peut alors ressembler à une perte d'utilité et réveiller l'inquiétude de ne plus être celle sur qui les autres peuvent compter. Joyce a parlé de la tristesse éprouvée lorsque le corps ne suit plus la volonté. Pourtant, l'accepter représente une étape nouvelle de la même guérison. Écouter ses limites au lieu de les traiter comme des ennemis.
Le corps autrefois ignoré ou violé ne doit plus être forcé à prouver sa valeur par une performance permanente. À cela s'ajoute la disparition progressive de proches et de collaborateurs présents depuis les années difficiles. À plus de 80 ans, Joyce voit mourir des personnes qui connaissaient la petite organisation avant les grandes salles, les budgets serrés avant les controverses financières, les hésitations avant la certitude du discours public. Chaque décès enlève non seulement un ami, mais aussi un témoin d'une version d'elle-même que les nouveaux venus n'ont jamais rencontrée. La renommée rassemble une foule sans empêcher ce type de solitude. On peut être entouré par des millions d'auditeurs et manquer précisément la personne qui savait ce qu'un silence signifiait avant même qu'il soit expliqué. Enfin, Joyce Meyer Ministries est devenue l'objet d'une inquiétude tournée vers l'avenir. Ses enfants, notamment David L. Meyer, ont assumé d'importantes responsabilités, mais la fondatrice demeure si étroitement liée à l'identité de l'organisation que son retrait ne peut être une simple modification d'organigramme. Elle doit transmettre sans exiger que les autres reproduisent exactement sa manière de faire, laisser des décisions lui échapper et envisager un ministère qui continuera un jour sans sa présence quotidienne. Pour une femme dont le besoin de contrôle a longtemps servi à maintenir le danger à distance, la succession est une épreuve intime autant qu'institutionnelle. Il s'agit de vérifier si ce qu'elle a construit peut rester debout lorsqu'elle cessera elle-même de le porter. Son histoire ne se laisse donc pas réduire à la formule rassurante d'une douleur changée en victoire. La plus grande blessure de Joyce Meyer demeure l'abus commis par son père, aggravé par le silence de sa mère, parce que tout le reste s'est développé sur ce terrain. La fuite dans un premier mariage, la tolérance de l'instabilité, la honte, le besoin de contrôle et la difficulté à recevoir un amour sans le tester. Dave, l'expérience de 1976, le travail sur elle-même et le pardon ont modifié la direction de sa vie, non les faits de son enfance. La maladie, l'exclusion religieuse, les controverses, les crises familiales et le vieillissement ont ensuite montré que la guérison ne protège pas contre toute nouvelle souffrance. Elle donne plutôt la possibilité d'y répondre autrement. C'est de Daham. Aujourd'hui, la scène décisive n'est plus seulement celle d'une fillette cherchant à deviner l'humeur de son père, ni même celle du vieil homme reconnaissant enfin sa faute. Elle se trouve dans le passage de relais que Joyce doit accomplir tandis que son corps ralentit et que d'autres prennent en charge une partie de l'œuvre. Le père est mort après avoir confessé ce qu'il avait fait, son déni s'est achevé avec lui. Ce qui continue n'est pas son pouvoir, mais la tâche de Joyce. Vivre avec une mémoire qui ne peut être corrigée sans lui permettre de dicter l'avenir. À la fin, elle ne remet plus son identité au jugement du père, du premier mari, d'une communauté qui l'exclut, ou d'un public qui l'applaudit puis la critique. Elle remet progressivement son œuvre à ses enfants et conserve enfin pour elle-même le droit de décider ce que son passé transmettra et ce qu'il ne transmettra plus.